Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de cette édition du soir. Coronavirus, un premier cas au Sénégal. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure selon le ministre de la Santé. Il est mis en quarantaine et la gestion des cas contacts est enclenchée. Tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie, rassure Abdoulaye Diouf Sarr qui invite à la sérénité. Le collectif des professeurs contractuels de philosophie exige la reprise immédiate et sans délai de la formation diplômante après plusieurs mouvements de grève sans succès. Le collectif compte passer à cette fois-ci à la rétention des notes au niveau national et donne un ultimatum aux autorités, ultimatum d'une semaine. Risque de mévente de plus de 70 000 tonnes de pommes de terre dans la zone d'Eniaï. Très en colère, les producteurs se disent victimes d'une concurrence déloyale de la société Senindia. Ils demandent à l'État de revoir à la baisse la quantité de production du concurrent. En sport, la Fédération sénégalaise de football a signé ce lundi une convention de partenariat avec l'Agence de sécurité de proximité et l'Institut de formation au métier des sports. C'est pour former 300 stadiers pour une meilleure sécurité des stades. À suivre également le journal de la santé en fin d'édition. Pape Laye est à la partie technique. Premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'un Français résidant au Sénégal depuis 2 ans avec son épouse et ses 2 enfants. Après un séjour passé en France du 19 au 25 février, il est arrivé ce 26 février au Sénégal. Il est actuellement mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Les précisions du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Il s'agit d'une procédure que le pays est obligé, bien entendu, de suivre dans le cadre de la transparence, mais aussi dans le cadre de la bonne information aux populations et surtout pour une meilleure maîtrise de l'information par le système de santé. Le vendredi 28 février 2020, la cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée par une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française reçu en consultation et présentant une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux de tête. Sur la base de ce tableau clinique répondant à la définition de cas, une équipe s'est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer les prélèvements. Il s'agit d'un patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 après ses vacances. Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses 2 enfants et de son épouse. L'Organisation mondiale de la santé a été conformément au règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Je sais que nous pouvons parfaitement faire confiance à notre système de santé pour la maîtrise de toute la situation. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, était avec Amadou Moustapha Dia. Un plan de riposte est mis en œuvre. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre. La capacité de surveillance et de prise en charge accrue. Au Fann, 3 autres hôpitaux en préparation. Le Sénégal est prêt à faire face au Covid-19, dit le chef de l'État. Le président Sall a présidé un conseil présidentiel ce lundi au Palais, compte rendu Isseignan. Face à l'ampleur du Covid-19, le président Macky Sall a pris un ton ferme pour donner les instructions pour la mise en œuvre du plan de riposte, vaste plan qui met en synergie tous les services de l'État pour un budget prévisionnel de plus d'1,440 milliard susceptible d'évoluer selon la situation. Et le chef de l'État d'insister sur la nécessité de dégager
tous les moyens nécessaires face à cette situation d'urgence. En effet, plusieurs structures ont déploré l'insuffisance des moyens, le déficit de personnel et les lourdeurs administratives. L'alerte maximale déclenchée, des mesures pour contrôler et sensibiliser sont accrues. Le contrôle est systématique à l'aéroport Blaise Diagne, peu importe le pays de départ. D'ailleurs, 300 passagers sont suivis jusque dans les régions les plus reculées. Pour la surveillance, l'isolement et la prise en charge, l'hôpital de Fann est opérationnel. L'hôpital principal de Dakar, l'hôpital général Idriss Pouye et l'hôpital Le Dantec sont en préparation pour être aux normes. La pharmacie nationale d'approvisionnement, elle, affirme que les produits essentiels sont disponibles, notamment les produits de routine. L'armée, les forces de défense et de sécurité en alerte. Le gouvernement va évaluer les risques avant de prendre des mesures idoines au cas par cas. Le président Macky Sall annonce d'ailleurs que les missions de l'État sont réduites au strict minimum, mais il se veut rassurant. Le Sénégal est prêt à faire face. Le comité d'organisation du 140e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye déclare que la santé est une question relevant de l'État et en tant que tel, le comité se conformera à toute décision émanant des autorités et concernant l'épidémie. Daouda Mbaye, vice-président du comité d'organisation, au micro de Ndeye Mariam Ndiaye. Il faut juste comprendre que cette épidémie est une question de santé publique et que l'État qui a le monopole de la santé en tant que service public et à pied d'œuvre pour juguler ce fléau, Inch'Allah. Toute décision que l'État prendra sera nécessairement reliée au niveau des autorités religieuses qui seront elles seules compétentes pour en communiquer le moment venu, Inch'Allah. Nous tiendrons informés. Journée de la protection civile dans la Petite Côte à Mbour. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a présidé la cérémonie a saisi l'occasion pour rappeler le rôle important de ces services au niveau de la prévention des accidents. Mbour, une zone à fort taux de noyade, ce qui justifie le choix de cette localité. Babacar Sow. Protection civile pour un secouriste dans chaque foyer. Le thème choisi cette année pour célébrer la journée dans la Petite Côte à Mbour. Une volonté de faire de la sécurité des personnes ainsi que la conservation des installations une affaire de tout un chacun. Assertion du maire de Mbour, Fallou Silla. Une prévention au risque des noyades dont le taux reste toujours élevé à Mbour. Le thème choisi cette année, la protection civile pour un secouriste dans chaque foyer, montre clairement la volonté de l'État du Sénégal et de son Excellence M. Macky Sall de faire de la sécurité des personnes ainsi que la conservation des installations une affaire de tout un chacun. J'invite les délégués de quartier, les organisations communautaires, les Badianoudor, les ASC à s'engager à côté des pouvoirs publics pour un Sénégal plus sûr. Sur les dangers liés aux accidents domestiques de la Petite Côte, sur les risques de noyade qui demeurent toujours élevés. Une journée présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Une mission stratégique par des services concernés comme la protection civile et la brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le but de prémunir les populations contre les accidents de toute nature. Aly Ngouille Ndiaye revient sur les statistiques de la protection civile et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Je circonscrirai mon propos sur les activités des services de mon département, notamment la direction de la protection civile et la brigade nationale des sapeurs-pompiers, une mission stratégique. Concernant la direction de la protection civile, ces activités ont valu à cette structure d'effectuer en 2018 et 2019, dont le but est de prémunir les populations contre les accidents de toute nature. À titre d'illustration, la direction de la protection civile a mené durant ces 4 dernières années 1461 paratonnerres ont été installés contre les accidents dus à la foudre. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, en 2019, 41 000 interventions. Des exercices au cours de l'événement sur les accidents domestiques ont été expérimentés dans le cadre de la sensibilisation des populations. Sud FM Mbour, Babacar Sow. Sud FM. Énième grève en l'espace de 2 mois des professeurs contractuels de philosophie, mouvement d'humeur de 200 professeurs pour protester contre l'arrêt de leur formation diplômante à la PASTEF. Ce collectif qui accuse l'État a décidé de retenir toutes les notes, de boycotter les conseils de classe et aussi de durcir le ton. Dès la semaine prochaine, le collectif des professeurs contractuels de philosophie a fait face à la presse. Josette Kali. Et le combat continue pour le collectif des professeurs contractuels de philosophie qui ne baisse pas les bras et s'indigne de l'arrêt de la formation diplômante qui fait suite au non-paiement d'une année de prestation des enseignants formateurs. Ces professeurs contractuels qui pointent du doigt l'attitude de l'État face à ce qu'ils appellent une injustice.
Mohamed Ali Djedjou, coordonnateur du collectif. Pour une somme dérisoire, les carrières de centaines de professeurs de philosophie sont hypothéquées par l'État du Sénégal. Nous exigeons la reprise immédiate et sans délai de la formation. L'État n'a nullement le droit de faire regretter, de nuire à la carrière de 200 professeurs de philosophie qui n'ont de tort que d'avoir accepté de combler un déficit criard. C'est peine perdue parce que nous arracherons notre droit à être formés pour mieux former les apprenants. Cette injustice est d'autant plus grande que la philosophie est la seule discipline qui traîne des centaines de professeurs contractuels. Après une énième grève, la rétention des notes au niveau national est leur seul moyen pour se faire entendre des autorités. Une année de plus est pour nous une année de trop. Nous annonçons la rétention des notes et nous tenons le ministre de l'Enseignement supérieur comme principal responsable. Si avec la rétention de notes et le boycott des conseils de classe, des élèves risquent la forclusion au concours général ou ont du mal à faire leur préinscription, l'État doit être tenu pour seul et unique responsable. Toutefois, il compte s'appuyer sur la collaboration des syndicats du supérieur pour obtenir gain de cause. Les syndicats, ce sont nos partenaires dans cette lutte, que ce soit les syndicats de l'enseignement supérieur, tout comme les syndicats du moyen secondaire qui nous ont épaulés pour la dernière fois. Nous collaborons totalement avec les syndicats. Le collectif des professeurs contractuels de philosophie fixe aux autorités un ultimatum jusqu'à la semaine prochaine avant de durcir le ton et même d'élargir la lutte. Josette Kali, la délégation du Bureau national du SAES a bouclé ce lundi sa tournée nationale des universités sénégalaises. Ses membres ont longuement échangé avec la coordination SAES de l'UGB sur la question du manque d'infrastructures pédagogiques ainsi que celle de l'orientation des nouveaux bacheliers. Les détails avec Yves Tendeng. Le non-respect par l'État des accords souvent signés avec le SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, reste une préoccupation majeure pour ses membres. Un sujet ayant été longuement débattu lors de cette assemblée générale qui vient boucler la tournée nationale du Bureau national du SAES. Djignoun Diouf est le secrétaire général de la coordination SAES de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous avons reçu aujourd'hui le Bureau national qui, dans sa campagne de sensibilisation, a fait le tour de tous les campus pour présenter l'état des lieux des discussions avec le gouvernement. Et ces discussions font en partie liées au texte de gouvernance parce que depuis le vote de la loi CARD en 2016, il n'y a pas eu de décret d'application. Et c'est un long processus qui a été suivi et que nous constatons que ce processus a été arrêté sans vraiment concertation. Et c'est une chose que nous dénonçons. Il s'y ajoute aussi la question liée au manque d'infrastructures pédagogiques notées dans les universités sénégalaises. Nous constatons que dans toutes les universités, on a un déficit criard d'infrastructures pédagogiques, ce qui fait qu'on note des tensions à Ziguinchor, à Bambey, à Kaolack et à Saint-Louis aussi, on a des tensions au niveau des salles de cours. Donc ce qui nous fait dire que le gouvernement à ce niveau aussi doit tenir ses promesses et nous appelons vivement à la livraison de ces chantiers-là. Lors de cette rencontre toujours, le SAES s'est aussi penché sur la question de l'orientation des nouveaux bacheliers. Figurez-vous que vous avez des étudiants qui finalement ont été orientés dans certaines universités et pour dire vrai, nous ne savons pas sur quelle base. Ce qui nous fait dire que l'audit du logiciel Campus-N doit vraiment être fait pour éclairer les enseignants, l'opinion, mais les parents d'élèves, les parents d'étudiants. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Le secrétaire général du Bureau national du SAES, Malik Fall, a saisi cette occasion pour lancer un appel solennel à l'endroit du chef de l'État pour une application des décrets et lois souvent votés et promulgués. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. C'est un appel que nous lançons à l'endroit du chef de la République pour lui dire que ce pays, nous le chérissons tous, nous l'aimons tous au même titre que lui. Et que donc, il n'est pas question pour nous de mettre en quoi ce système d'enseignement supérieur à terre. Mais il faudrait quand même que les personnes qui viennent le voir et qui lui tiennent un discours, qu'il sache tout simplement donc analyser ces discours-là. Ce sont des décisions que lui-même il a prises sur les textes de gouvernance des universités. C'est un long processus qu'il a suivi de bout en bout et que c'est lui qui est le gardien de la Constitution. Et la Constitution
lui garantit l'obligation de pouvoir veiller à ce que toutes les lois constitutionnelles qui sont votées dans ce pays, que ces lois-là qu'il a lui-même promulguées, qu'il puisse tout simplement donc faire en sorte que ceux qui doivent donc les appliquer, qu'ils les appliquent. C'est tout ce que nous demandons. Il n'y a pas de volonté de vouloir instaurer le chaos dans les universités, mais c'est que tout simplement, ce sont des engagements que lui-même il a pris à travers la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, à travers les 11 décisions présidentielles qu'il a prises et à travers également la loi cadre que lui-même il a promulguée. Et dans toutes ces lois, il y a des dispositions qu'il nous faut tout simplement respecter. C'est tout ce que nous lui demandons, parce que nous ne voulons pas qu'actuellement ce qui se passe à Ziguinchor puisse tout simplement donc également s'étendre dans les autres universités. C'est notre responsabilité à tous, mais en premier, c'est sa propre responsabilité qui est engagée. Et nous appelons vraiment donc le ministre également de l'enseignement supérieur à faire preuve également de plus donc de persuasion à l'endroit de ses collègues du Conseil des ministres pour qu'ils sachent que tout ce que nous avons demandé n'est rien d'autre que ce qui se trouve dans la loi. Et puis nous parlons de la colère des producteurs de pommes de terre de Kayar et de la zone d'Eniaï. En cause, une production de plus de 70 000 tonnes est menacée faute d'acquéreurs. Les producteurs indexent l'État du Sénégal et l'accusent de faire du favoritisme pour la société Senindia. Ils étaient en sit-in ce matin à Kayar, Babacar Ndao. L'inquiétude gagne les producteurs de pommes de terre d'Eniaï. Considérant que les braves producteurs de la zone d'Eniaï sont victimes d'une concurrence déloyale et malsaine exercée par les Indiens de Sénéindiens qui dictent leurs lois du marché. Considérant que la stratégie de Sénéindiens est de produire à volonté et de bazarder le surplus de production, considérant que l'objectif de Sénéindiens est de faire chuter le prix afin de décourager les producteurs, considérant que le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, lors de sa visite du 6 février 2020 à Mban, déclarait que la commercialisation de la pomme de terre de Sénéindiens devait arrêter le 28 février, considérant que ces mêmes propos ont été repris par le directeur de l'horticulture à Sangalkam le 11 février. C'est dans cette raison et fort de tous ces constats que nous demandons aux autorités de prendre immédiatement les mesures idoines pour arrêter la commercialisation de la pomme de terre de Sénéindia, pour permettre aux producteurs de la zone de Niaï de trouver leurs produits. Une situation favorisée en partie par l'inexistence de chambres froides dans la zone de Niaï, déplorent les producteurs de Kayar. Mbaïno est le secrétaire général des producteurs de Kayar. Nous demandons à l'État de revoir à la baisse la quantité de production de Sénéindia qui ne dépasserait plus 40 000 tonnes correspondant à sa capacité de stockage. Nous demandons au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural d'accompagner les producteurs pour la mise en place de coopératives agricoles modernes. Dans toute la zone de Niaï, nous n'avons pas de chambre froide. Un cri de cœur à l'endroit du chef de l'État pour des solutions urgentes. Pour l'heure, la pomme de terre est bazardée. À Kayar, Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Le Maroc a annoncé ce lundi en soirée un premier cas de coronavirus quelques heures après la conférence de presse tenue par le chef du gouvernement et le ministre de la Santé. Le cas a été confirmé par le laboratoire de l'Institut Pasteur Maroc. Il s'agit d'un ressortissant marocain en provenance d'Italie, c'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. Une troisième personne est décédée du nouveau coronavirus en France, a annoncé ce lundi le directeur général de la Santé, précisant qu'il s'agissait d'une femme de 89 ans. Les autorités ont par ailleurs décompté 61 nouveaux cas de contamination, portant le total à 191 depuis l'apparition du Covid-19 sur le territoire français. Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Italie s'établit lundi cet après-midi à 52 morts, avec 18 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, et le nombre de personnes contaminées dans le pays a franchi le seuil des 2000, une annonce de l'Agence de la protection civile. L'Italie est aujourd'hui le pays d'Europe avec le plus grand nombre de cas, 2036 cas de contamination contre 1694 hier dimanche. Et puis retenez qu'au cours des dernières 24 heures, il y a eu près de 9 fois plus de cas de Covid-19 signalés en dehors de la Chine qu'en Chine, une déclaration du directeur de l'OMS en conférence de presse. En sport, signature de convention tripartite entre la Fédération sénégalaise de football, l'Agence de sécurité de proximité et l'Institut de formation au métier des sports. Cette convention a pour objectif de former des stadiers pour mieux assurer la sécurité dans les stades. 300 agents de l'ASP seront formés sur une durée de 2 semaines. La convention va durer 2 ans
ans. La cérémonie de signature a eu lieu ce lundi à la Fédération sénégalaise de football. Voici les détails avec le président, Maître Augustin Senghor, au micro de Odile Minkilan. Paraphé donc une convention tripartite qui consistera en une mise à disposition de jeunes agents de sécurité de proximité pour qu'une formation s'en suive afin de leur donner une formation de base en matière de sécurité dans les stades, ce qu'on appelle communément stadier ou agent donc, de sécurité des manifestations publiques. Et le but final pour la fédération, c'est de pouvoir faire en sorte qu'en complément des forces de sécurité régaliennes, qu'on ait un corps de jeunes stadiers, hommes ou femmes, qui vont venir en appoint, être dans les tribunes, être dans l'enceinte du stade, comme ça se voit dans tous les grands stades du monde, pour pouvoir non seulement prévenir, mais aussi parlementer, faire preuve de médiation pour anticiper sur les éventuels conflits, parce qu'on se rend compte depuis quelques années que nos stades sont devenus de plus en plus des arènes de violence. Et ça nous a valu même des pertes de vies humaines. Et depuis là, la Fédération est en train de réfléchir à améliorer son système de sécurité. Et cela participe de cela. Voilà, donc c'était Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui revenait sur la signature de convention tripartite qui lie la Fédération à l'Agence de sécurité de proximité et l'Institut de formation au métier des sports. L'objectif est de former 300 agents de l'ASP sur une durée de 2 semaines. La convention va durer 2 ans. Tout de suite, place au journal de la santé avec Nehadi Diop. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est sur les idées reçues dans le traitement du diabète. Le plus important, c'est de suivre les conseils du médecin traitant, a dit notre invité, professeur Abdoulaye Leye, enseignant à la faculté de médecine de l'université de Dakar, chef du service de diabétologie et d'endocrinologie de l'hôpital de Pékin. On prête des vertus hypoglycémiantes à beaucoup de produits locaux, à des produits exotiques très régulièrement, mais qui pour la plupart peut-être n'ont pas eu la démonstration scientifique. Certaines de façon indéniable peut être efficace, mais utilisée dans certaines conditions encadrées. Mais pour la plupart, il y a de fausses informations, que ce soit pour baisser le sucre ou même des polémiques sur les autres facteurs cardiovasculaires tels que le cholestérol et son traitement. Et là, il convient effectivement de faire la part des choses, savoir que nous, on se base sur des données scientifiques qui sont vérifiables, qui sont véritablement acceptées par la communauté scientifique dans sa très large majorité. N'empêche qu'il y a des polémiques avec certains collègues, entre guillemets, qui dénient toute cette approche, mais je crois que la réalité du terrain peut faire la différence et les patients ont tout intérêt à faire confiance à ce qu'on leur dit pour en tout cas avoir des objectifs de cholestérol et des paramètres chez eux qui soient à certains niveaux pour les préserver des différents événements vasculaires qui peuvent les guetter si ce n'est pas bien pris en charge. Le diagnostic du diabète dépend de la mesure de la glycémie corrélée à d'autres paramètres qui entrent en jeu. En fin de compte, les habitudes alimentaires déterminent la prise en charge. Alors, évidemment, la glycémie, c'est le paramètre sur lequel on se base concrètement pour dire qu'un sujet est diabétique ou non. Maintenant, cette glycémie peut être réalisée dans le cadre du dépistage avant que le sujet ne soit connu diabétique pour voir si effectivement il n'a aucun signe clinique et cette glycémie n'est pas élevée. Mais il y a les circonstances dans lesquelles il faut mesurer cette glycémie. Est-ce qu'elle est interprétée en fonction? Est-ce que c'est à jeun? Est-ce que c'est au hasard? Ou est-ce qu'on a fait une épreuve d'hyperglycémie? Elle est interprétée en fonction. Mais également, il y a les techniques qu'il faut pouvoir utiliser pour juger de cette glycémie en dehors des mesures en ambulatoire ou des mesures au hasard. C'est les mesures au laboratoire qui sont les éléments standards. Et à défaut d'avoir juste la glycémie, l'hémoglobine glyquée peut être aussi un autre paramètre pour diagnostiquer un diabète lorsque les glycémies à jeun restent normales, comme c'est connu pendant assez longtemps, tandis que les glycémies après repas s'élèvent donc longtemps avant la découverte de ce diabète. Et là, on n'a pas d'autre meilleur levier que de promouvoir l'alimentation saine, équilibrée, qui puisse permettre de réduire tous les facteurs qui favorisent donc cette survenue de l'obésité, mais également les autres facteurs cardiovasculaires associés. Et ça passe aussi par la promotion de l'activité physique. Alors, si on est dans une démarche préventive, ça veut dire qu'on doit s'adresser aux masses. On s'adresse aux masses et avant même l'installation du diabète. Donc la communication prend une part extrêmement importante. Le message doit être bien à propos,
bien précis et bien ciblé pour que la quintessence puisse être retenue par toute la population, quel que soit l'endroit où il se trouve, et qu'il puisse être appliqué au jour le jour sans trop chambouler les habitudes de vie. Nous étions avec le professeur Abdoulaye Leye, enseignant à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et chef du service de diabétologie et d'endocrinologie de l'hôpital de Pikine. Info Santé, c'est fini. Merci à tous.